Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du cours de thermodynamique consacré à la pression et en particulier à établir le lien qui existe entre la pression exercée par un gaz sur une paroi et les grandeurs microscopiques qui décrivent le gaz ou le fluide en question. Donc d'abord on va commencer par rappeler rapidement comment est définie la pression. Donc un gaz ou un fluide exerce sur une paroi de surface grand S une force due au nombre choc entre les particules de ce fluide et cette paroi. Cette force, elle est proportionnelle à la surface S que l'on considère, et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la pression. Donc c'est ici P. Donc la formule à retenir ici, c'est F égale PS. Alors, plus en détail, sur une animation qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente, la pression du gaz rouge exercée sur ici la surface en bleu, donc elle est exercée, donc vous voyez, par les chocs nombreux et répétés et des différentes particules du gaz sur la surface bleue, et ces nombreux chocs répétés font donc bouger ici la petite particule. Et donc ce qu'on peut comprendre sur cette animation, et puis intuitivement, c'est que cette force de pression, elle va dépendre, alors bien évidemment, de la densité de particules. Plus il y a de particules rouges et plus cette force va être importante. De la vitesse des particules, plus elles vont vite, et puis a priori plus les chocs seront violents, et donc plus la force exercée sera importante. Et évidemment, ça va aussi dépendre de la masse des particules. Plus les particules rouges seront lourdes, et a priori, plus leur impact sera important sur la surface. Donc, avant de commencer la démonstration, il y a des hypothèses à réaliser. Il y a des hypothèses à faire pour cette démonstration. Donc la première hypothèse qu'on va faire, c'est que le gaz que l'on va étudier, le fluide que l'on va étudier, il est homogène. Et on va noter la densité, c'est-à-dire le nombre de particules par unité de volume, on va la noter n étoiles, ce qu'on fait classiquement. Donc homogène, ça veut dire que, quel que soit l'endroit du fluide dans lequel vous vous placez, cette densité est à peu près la même. C'est-à-dire que, par exemple ici, il ne peut pas y avoir de trou, on va dire, dans l'agencement du fluide. C'est interdit. Une autre hypothèse, c'est que le système est isotrope, c'est-à-dire que peu importe la direction dans laquelle on regarde, le système va se comporter de la même manière. Par exemple, il ne va pas y avoir de courant d'air, c'est-à-dire que les particules n'ont pas une direction de déplacement privilégiée. C'est interdit, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas d'attracteur à un endroit, il n'y a pas de champ magnétique, électrique qui guiderait les particules dans une direction privilégiée. Non, les particules vont bouger dans tous les sens, et ce, de manière aléatoire. Enfin, on va considérer que toutes les particules du gaz, donc toutes les molécules, sont identiques et chacune de masse m étoiles, et on va simplifier le modèle en disant que chaque particule a la même vitesse en norme qu'on va noter U, qui est en réalité la vitesse quadratique moyenne du gaz. Donc, ça, ce sont les hypothèses de départ principales. On pourrait déjà faire une démonstration essentiellement rien qu'avec ça, mais nous, on va rajouter une hypothèse qui a l'air un peu forte, mais qui est en fait finalement pas si stupide. On va considérer que les particules de gaz ne peuvent se déplacer que suivant 6 directions. Donc elles peuvent se déplacer suivant l'axe X, soit à droite, soit à gauche. Elles peuvent se déplacer suivant l'axe vertical, soit vers le haut, soit vers le bas. Et elles peuvent se déplacer, donc évidemment, suivant l'axe ici orthogonal à votre écran, soit vers vous, soit en profondeur, donc en vous fuyant. Ce sont les seules directions possibles, et on va considérer que en moyenne, il y a autant de particules qui vont se déplacer dans chacune de ces 6 directions. Donc, dit autrement, la densité de particules qui se déplacent dans une direction I donnée, c'est simplement 1/6 de la densité de particules totale. Donc il y a autant de particules qui se déplacent vers la droite que de particules qui se déplacent vers l'arrière. Voilà. Donc ça constitue l'ensemble des hypothèses dont on a besoin pour réaliser le calcul qui suit. Donc
c'est parti, première étape. Donc on considère un objet donc, qui a une surface grand S, donc en vert ici à droite, qui va recevoir un choc de la part d'une particule unique pour le moment, d'accord, qui est la particule bleue ici. Cette particule, elle se déplace donc à la vitesse u, comme on en a fait l'hypothèse, et elle va se déplacer vers la droite ici, puisque c'est la seule direction possible pour laquelle cette particule va pouvoir entrer en collision avec le solide vert ici. D'accord ? Si elle se déplace vers le haut, vers le bas ou vers la gauche, ça ne va pas marcher. Donc la quantité de mouvement associée à cette particule, qu'on va noter PI, c'est donc m étoile, la masse de la particule, fois U, fois le vecteur unitaire UX, d'accord, donc qui est ici dirigé vers la droite. Donc ça c'est la quantité de mouvement initiale de la particule. Donc cette particule va se déplacer et va rentrer en collision avec la surface S, et donc elle va rebrousser chemin. Ici on considère que le choc est dit élastique, c'est-à-dire que la particule va rebondir sur la surface et va garder la même vitesse après le choc qu'avant. Donc si on regarde maintenant la particule après la collision, et qu'on regarde sa nouvelle quantité de mouvement, eh bien en norme elle sera équivalente, hein, même masse, même vitesse. C'est simplement sa direction qui va changer, d'accord? Donc la quantité de mouvement finale PF de cette particule, c'est moins m étoile u suivant l'axe UX. Donc si on calcule la variation de quantité de mouvement entre l'état final et l'état initial de cette particule, mais on se rend compte que cette variation delta P vaut donc moins 2 m étoile u ux. Et le principe d'action-réaction de Newton nous dit que la paroi, en réaction, ici, a reçu la quantité de mouvement opposée. C'est-à-dire que étant donné que la particule a en fait transféré une partie de sa quantité de mouvement à la paroi. L'idée c'est que le système ici qui est constitué par la particule et la surface S est un système isolé, et que donc la quantité de mouvement totale de ce système ne varie pas. Donc si jamais la quantité de mouvement de la particule bleue a varié, ça signifie automatiquement que la quantité de mouvement de la paroi en vert, elle a varié aussi. Et les deux variations doivent se compenser. Et donc la variation de la quantité de mouvement associée à la paroi est donc exactement l'opposé de la variation de quantité de mouvement associée à la particule. Donc ici, elle vaudra donc plus de m étoile u dirigée suivant ux. Donc ça, c'est la quantité de mouvement qui a été transférée pendant le choc de la particule bleue à la paroi verte. Ça, c'est pour une particule. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la quantité de mouvement qui a été transférée au total par toutes les particules du gaz pendant une courte durée, d'accord, donc pendant une durée d'été. Donc on retrouve notre gaz ici avec donc toutes ces particules, avec chacune donc son propre déplacement, sa propre vitesse. Donc d'abord on va commencer par faire un tri, puisque dans ce gaz toutes les particules ne vont pas rentrer en collision avec la surface S. D'abord, eh bien, toutes les particules qui sont dirigées suivant l'axe vertical ou suivant l'axe en profondeur, ici, donc représentées en rouge et en vert sur l'écran, ne vont pas rentrer en collision parce qu'elles n'ont simplement pas la bonne direction. Donc ces particules-là, on peut déjà les oublier dans notre calcul. Et ensuite, parmi les particules qui restent, eh bien, toutes les particules qui sont dirigées vers la gauche, donc ici en bleu clair, eh bien, ne vont pas rentrer en collision non plus avec la surface S, hein, c'est évident, donc ne restent déjà que les particules qui sont dirigées vers la droite. Parmi ces particules-là, pendant le temps d'été, toutes ne vont pas non plus rentrer en collision avec la surface S. On comprend bien déjà que, étant donné qu'elles vont strictement vers la droite, si elles ne sont pas exactement en face de la surface S, elles ne vont pas rentrer en collision avec elle. Donc ici, les particules qui sont à l'extérieur de la zone qui est délimitée en pointillé ici, n'ont pas à être prises en compte non plus. Et enfin, comme on regarde le système pendant une durée d'été, et que les particules ont une vitesse finie, eh bien, toutes ne vont pas rentrer pendant cette durée d'été, toutes ne vont pas rentrer en collision avec la paroi non plus. Il y a des particules qui sont trop loin, c'est-à-dire que pendant la durée d'été, elles n'auront pas parcouru assez de distance
pour rencontrer la surface S. Donc la distance que ces particules parcourent pendant la durée dt, c'est u fois dt. Donc u c'est leur vitesse et dt c'est le temps qu'on regarde. Donc on a noté ici par exemple ce que représente sur notre schéma cette distance-là. Pour simplifier, j'ai considéré que la particule de laquelle la flèche se déplace, c'est la particule qui est la plus lointaine sur le schéma et qui va quand même rentrer en collision avec la surface. Dit autrement, toutes les particules qui sont ici dans la zone en blanc sont assez proches de la paroi pour rentrer en collision avec elle pendant l'intervalle de temps dt. Et les autres, celles qui sont à l'extérieur, elles, on ne les comptera pas non plus dans le calcul, étant donné que elles sont trop loin. Donc au final, si on cherche à calculer le nombre de particules qui, pendant le temps dt, vont rentrer en collision avec la surface S. Donc d'abord, pour faire ce calcul, on va simplement multiplier la densité de particules par le volume qu'elles occupent. Donc la densité de ces particules, en bleu, déjà c'est 1/6 de la densité de particules globale. Ça c'est ce qu'on a déjà vu. On ne compte que les particules qui vont vers la droite en densité. Et les particules que l'on considère, elles occupent un volume précis de l'espace, c'est le volume qui est délimité ici en blanc, hein, c'est tout le travail qu'on a fait juste avant, et donc ce volume, c'est simplement la surface S multipliée par la longueur du cylindre en fait qui est délimitée, et qui vaut UDT. Donc cette formule-là, en bas, nous donne le nombre de particules qui, pendant le temps dt, vont rentrer effectivement en collision avec la surface S. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir utiliser ce résultat et le précédent pour établir le calcul de la pression exercée par toutes les particules du gaz sur la surface S. Donc d'abord, on repart du résultat précédent. Quand on a une molécule, cette molécule transfère à la paroi une quantité de mouvement, donc dp paroi, qui vaut 2m étoile u ux. Donc si on prend en compte toutes les molécules qui rentrent en collision avec la surface S, la quantité de mouvement totale transférée pendant la durée dt, c'est n dt fois 2m étoile u. Et si on détaille n dt avec le calcul qu'on a fait à la diapositive précédente, on obtient la formule suivante. Donc cette formule-là nous donne, pendant le temps dt, la quantité de mouvement qui a été transférée à la paroi. Alors maintenant, on va juste diviser par dt, donc le temps d'étude, à gauche et à droite. Donc en fait, ça va nous donner dp sur dt et dp sur dt, la variation de quantité de mouvement total pendant le temps dt. Si on utilise la seconde loi de Newton, on se rend compte que c'est rien d'autre que la somme des forces qui sont exercées, sur la paroi, d'accord ? Et donc ici, la seule force qu'on prend en compte, c'est la force exercée par le gaz sur la paroi. Donc on a une expression de la force qui est exercée par le gaz sur la paroi, et qui est donc ici donnée en vert, et qui correspond donc à 1/3 de n étoile m étoile u carré s, ux, la direction de la force. Et ici, en fait, on a fini. On a la force qui est exercée par les particules de gaz sur la paroi, et on sait, c'est ce qu'on a rappelé au début de la vidéo, que la force exercée en norme sur une surface par un fluide, c'est la pression fois la surface. Donc si on veut obtenir la formule de la pression, il suffit de prendre la norme de la force qu'on a établie en vert et de diviser par la surface S. Et donc au final, on obtient la formule. Donc P égale 1/3 de n étoile m étoile u carré. Donc la pression est proportionnelle à la densité de particules, c'est ce qu'on supposait, à la masse de ces particules, et au carré de la vitesse quadratique moyenne. Le tout avec un coefficient 1/3. Donc, vous pourrez vous dire que cette formule-là, on l'a établie avec des hypothèses extrêmement fortes, mais en fait, il se trouve que ce qui tombe bien, c'est que même si on fait le calcul donc, avec des hypothèses moins fortes, en particulier si on considère que les particules n'ont pas une vitesse unique, mais plusieurs vitesses possibles, et qu'elles vont dans toutes les directions, et pas juste les 6 directions qu'on a considérées, et bien en fait on va tomber sur exactement la même formule, avec le même facteur. Donc ça tombe plutôt bien. Donc cette formule-là, elle est importante en thermo parce qu'elle montre qu'on peut relier
une quantité macroscopique qui est bien mesurable et qui est la pression, à des quantités microscopiques qui sont caractéristiques d'un fluide, donc à savoir ici, entre autres et essentiellement, la vitesse quadratique moyenne du gaz. Donc ça nous permet, ça signifie quoi? Ça signifie que de mesurer la pression d'un gaz, ça nous permet en fait de remonter à des caractéristiques microscopiques qu'on ne pourrait pas mesurer autrement. Voilà. Et pour faire de la thermodynamique, c'est important de pouvoir avoir ce lien possible entre les grandeurs macroscopiques et les grandeurs microscopiques. À retenir de cette vidéo, en fait essentiellement toute la démonstration qui est faite. Je vous conseille pas forcément de retenir le résultat encadré ici par cœur, mais par contre c'est important de savoir le redémontrer. Et ce raisonnement là, donc de considérer un gaz homogène, isotrope, qui se déplace uniquement dans 6 directions, de calculer la quantité de mouvement qui est fournie à un système par une particule, bref, ce raisonnement-là, donc il est utile pour cette démonstration, mais il est aussi utile dans certains exercices particuliers. Donc c'est bon de savoir le faire, ça ressort de temps en temps. Voilà, et sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour la prochaine.